Bonjour, je suis Ngombulu Yasangi Yaminabantu Lasconi. Bienvenue dans Lubuka, café littéraire pour la valorisation des savoirs endogènes. Aujourd'hui, nous recevons M. Sungu Banzuzi, Vincent Lumwamou à l'état civil, ingénieur informaticien de formation et auteur d'un ouvrage qui s'intitule Racines étymologiques du groupe linguistique Congo. Sungu Banzuzi, bonjour et bienvenue dans Lubuka. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Mon nom d'auteur est donc Sungu Banzuzi. Je suis né Vincent Lumwamou. Je suis originaire de la République du Congo-Brazzaville, pour être plus précis. Comme l'a indiqué mon hôte, j'ai une formation d'informaticien, ingénieur informaticien. Je suis actuellement à la retraite et je mets à profit le temps dont je dispose pour essayer de me promener, si vous me passez l'expression, en tout cas de travailler sur les arcanes du corpus culturel Congo. Mais quitte à démarrer, on a commencé par la langue elle-même qui est le véhicule par excellence de la vision du monde. Voilà ce que je peux dire. L'intitulé de votre ouvrage est Racines étymologiques du groupe linguistique Congo. Pour les profanes, ça paraît technique. Qu'est-ce qui vous a inspiré cet ouvrage et quelle a été votre démarche? Ma démarche, et la question est vraiment bienvenue. Évidemment, ça part d'un questionnement initial. Je me suis simplement demandé pourquoi ta, tanga, tala sont des mots de la même famille. Ce questionnement-là, pourquoi ta intervient dans la notion de père, pourquoi ta intervient dans la notion de regarder, pourquoi ta intervient dans la notion de lire quelque chose. Je me suis posé cette question et ça m'a emmené de fil en aiguille à me demander comment on peut restituer le sens de ta, par exemple, pour expliquer, avoir presque une approche scientifique des concepts que je viens de citer. Ta, tala, tanga. C'était le point de départ. Et par rapport à cet ouvrage, j'ai envie de dire que le chapitre le plus important, c'est le chapitre sur la méthodologie. Une fois qu'on a digéré la problématique de méthodologie qui est posée dedans, on peut presque laisser tomber l'ouvrage et s'intéresser soi-même à la chose. C'est réellement le questionnement, ce questionnement-là qui m'a mené à me poser la problématique de la reconquête de la dimension étymologique des concepts Congo. Lorsqu'on vous dit par exemple Mbemba, c'est très bien, on traduit aigle, mais pourquoi pour dire aigle, on dit Mbé et puis Mba? Qu'est-ce qui fait la chimie de ces deux racines pour produire ce que l'on nomme aigle, ce que l'on nomme Mbemba? Voilà un peu la démarche qui a poussé à cette recherche de l'étymologie profonde des concepts racines donc de Congo. Le souci pour nous, c'est de vulgariser le savoir, en particulier les savoirs endogènes. Nous sommes sur un terroir bien spécifique, ce qui est le terroir Congo. Alors, en général, lorsqu'on écrit ce genre d'ouvrage, on passe par l'initiation. La question, sans vouloir être indiscret, c'est de savoir, appartenez-vous à un cercle initiatique Congo? Parce que c'est une fourmilière du savoir endogène. Appartenez-vous à un quelconque cercle initiatique Congo? La question est tout à fait sensée et du reste, comme je le dis dans le chapitre des remerciements, je signale clairement d'où, à quel cercle effectivement j'appartiens. J'ai travaillé cela J'ai commencé au début des années 2000. Cela fait près de 20 ans, en effet, que je fais partie d'une confrérie, d'un ordre initiatique
d'obédience de culture Congo qu'on nomme communément Kingunza. Et l'obédience à laquelle j'appartiens se nomme Mbongi ya Kimpeve, Mutumbula Kingunza, Munza Yamvimba. Celui qui a été jusqu'à l'année dernière le responsable de cette chaire, de la chaire de cet ordre initiatique, se nommait Ngoko Nkoyilu Kanda. Il était Mfumumpu, et c'est en travaillant au plus près avec Mfumumpu Ngoko Nkoyilu Kanda que, effectivement, le carburant est venu tout naturellement pour cette problématique de reconquête, cette reconquête de notre corpus culturel pour essayer d'aller vers quelque chose, mais comme vous l'avez dit au tout début, d'endogène, envisager une dynamique évolutionnaire endogène, une capacité à poser les choses aussi bien spirituellement de manière initiatique, aussi bien du point de vue de la science, donc Kimazayu, et enfin l'organisation d'une puissance sociale que l'on traduit par Kimayala. Voilà un peu le terreau dans lequel ces choses-là se sont mises en route. Donc, quand vous me demandez effectivement de quelles influences j'ai bénéficié, c'est un peu ce que vous sous-entendez. Les influences dont j'ai bénéficié sont très précisément des influences Ngunza, qui est la spiritualité authentique de Congo. Voilà ce que je peux vous répondre, mon cher. Très bien. Alors, la question qui me taraude l'esprit est de savoir s'il existe dans le Kingunza quelques notions scientifiques. Parce que lorsque nous parlons de Sambila, il y a le Sa et le Mila. L'action de faire, l'action, Mila qui est l'appel. Alors, quelles sont les notions scientifiques que renferme le Kingunza pour les internautes qui nous suivent? Les notions, si tant est qu'on puisse les approcher sous un angle scientifique, sont essentiellement des notions inscrites dans la langue elle-même. Les concepts de Congo, en tout cas la langue mère, mais on a tendance, je me permets cette parenthèse, on a tendance à considérer que Congo, c'est Angola, RDC et RC, éventuellement le sud du Gabon. Ceci n'est pas tout à fait vrai. Congo, le point de départ de Congo, en tout cas selon la tradition Ngunza, le point de départ de Congo se situe plutôt autour des Grands Lacs de Kemet. C'est de là qu'il y a des migrations en Égypte. C'est de là, avec la chute de l'Égypte, que les Congos, sous la direction de Mwanda Congo, repartent à la reconquête, mais ils sont pilotés par des Mbikudi, c'est-à-dire des médiums, si vous préférez, des prophétesses, si vous préférez, des prophètes, qui vont travailler jusqu'à descendre en Afrique du Sud et remonter dans l'espace-vie actuel autour du bassin du Congo. Mais évidemment, quand on prononce ce genre de choses, il faut que ce soit le travail des historiens pour qu'il aboutisse scientifiquement. Là, je vous parle d'un point de vue initiatique spirituel, les données qui sont livrées. Pour revenir à votre question, je disais donc que la langue Congo, la langue mère Congo, qui s'étale depuis l'Équateur jusqu'en Afrique du Sud, la langue mère Congo est structurée de telle manière, je me suis pris d'ailleurs à mettre cela sur un des sous-titres comme une provocation, la langue mère Congo est une langue qui est si, comment dirais-je, si précise, si colorée scientifiquement qu'on finit par se demander si elle est née par les process classiques de naissance des langues. C'est en cela que j'ai pu écrire sur le titre, en tout cas en sous-titre, Lumière sur une langue mère révélée. Ça n'est pas par hasard. Mais quand je parle de notion de révélé,
En fait, j'aurais pu dire lumière sur une langue mère de nature scientifique. Beaucoup de concepts Congo enferment dans leur structuration, dans leur architecture, des données scientifiques. Des données scientifiques. L'exemple le plus direct, Mpini, par exemple. Mpini en Congo se traduit invisibilité. Mais aujourd'hui, scientifiquement parlant, technologiquement parlant, on sait que ne peut être invisible que ce qui ne renvoie pas la lumière, ce qui ne renvoie pas la vibration. Or, Mpi, c'est ce qui retient toute vibration, ni c'est un état. Donc, Mpini signifie, mais scientifiquement, signifie à un niveau scientifique l'état qui retient toute vibration. Les Américains, quand ils ont voulu fabriquer des avions furtifs, d'un point de vue technologique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont simplement empêché que la vibration émise par le radar ne trouve pas un écho. Autrement dit, ça absorbe cette vibration, ça n'émet pas de vibration. Alors, on voit bien que le concept Congo traduit déjà technologiquement ce qu'il faut pour réaliser l'invisibilité. En cela, la langue Congo est quelque chose. Un des auteurs, Zeitou Mielo, a publié un ouvrage où il dit la langue la plus intelligente du monde. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais quelque part, au fond de moi-même, je suis d'accord avec lui. Parce que les données, prenez quel autre exemple nous pouvons prendre? Quand on dit par exemple Nzambi a Mpungu, Nzambi d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue scientifique. Quand je dis scientifique, c'est-à-dire quelque chose de rigoureux qui relève justement presque d'une précision scientifique. Quand on dit Nzambi, Nza en Congo, ça se traduit aussi le monde, etc. Mais Nza est essentiellement ce qui procède de l'élévation, l'élévation au sens évolutionnaire. Mbi en Congo, c'est ce qui procède du danse. Par exemple, le danse, le sol, par exemple, appartient à Mbi. Et quand on dit Nza Mbi, on est en train de dire, de traduire le divin comme un processus d'élévation à partir du danse. Lorsque vous marchez et que vous laissez une empreinte de pas au sol, on parle de l'uta mbi. Ça, c'est pour dire que le danse est réellement mbi. Mais mbi, au sens figuré, signifie le mal. Pourquoi? Parce que mbi traduit ce qui est de vibration basse. La matière manifestée est de vibration basse par opposition aux choses éthérées. Et lorsqu'on dit donc mbi, on est en train de désigner quelque chose de vibration basse. Et au sens figuré, un acte qui est répréhensible, un acte machiavélique, un acte qui n'est pas bienveillant, est considéré comme de vibration basse. Et en Congo, effectivement, cet acte-là, on va dire Kimbi, Kinani. Mbi dans ce sens-là. Mais revenons à Nzambi. C'est ce qui procède de l'élévation à partir du danse. Donc, le processus d'élévation de l'individu est qualifié comme le processus qui se confond avec la recherche du divin. Nzambi. C'est tellement rigoureux qu'on a en effet des données quasi scientifiques qui nous sont livrées avec le corpus culturel Congo. Voilà ce que l'on pourrait dire pour ne pas trop nous éterniser sur cet aspect scientifique des choses. Et Kingunza ne fait que prolonger ce qui est inscrit dans la langue Congo. Alors, revenons au sous-titre « Lumière sur une langue mère révélée ». Lorsque vous parlez de révéler, cela nous ramène à la révélation, qui relève généralement des religions dites révélées, pour ne pas dire des religions abrahamiques. Et les rationalistes pourraient vous opposer la rationalité lorsque vous parlez de révélation. Est-ce que science et révélation sont-ils compatibles? La révélation, j'ai évidemment, le titre est en français, donc il est difficile
d'y échapper. Mais en Congo, en fait, ce qui se révèle relève déjà de la science en Congo. En Congo, ce qui se relève se dit you. C'est traduit par you. You, c'est la découverte de quelque chose. C'est le fait que lorsque l'on est prêt à recevoir, eh bien, on découvre. On peut passer devant quelque chose une fois et ne pas le voir. Le phénomène de révélation, mais je préférerais presque le terme Congo Zaya ou Kimazayu, traduit deux choses. Kimazayu, c'est ce qui relève en fait de la science. Et la mission de la science, c'est bien sûr le process qu'on va avoir est un process qui procède par des faits, par des expérimentations, etc. Mais en fait, dans le corpus culturel Congo, même ce qui relève de la science, d'une manière ou d'une autre, est sous le patronage des régions spirituelles, de sorte que demain, un scientifique dans son labo qui est en train de s'interroger sur les pistes à suivre, les différentes pistes qu'il a, si ce scientifique est aguerri, est en Ngunza aguerri, alors les régions spirituelles pourront le guider et lui dire « tu cherches dans telle direction, mais en fait tu devrais chercher dans telle autre direction ». Mais cette intervention-là est de l'ordre de la révélation. Et le corpus culturel Congo, le véritable corpus culturel Congo, ne peut pas faire fi de ce qui relève du plan subtil. Il ne peut pas s'en passer. À ce moment-là, il cesse d'être Congo, Wekamu Kinanga. Quand je dis Kinanga, comment pourrais-je le traduire? C'est une forme d'aliénation. La science dans le corpus culturel Congo ne s'oppose pas à la révélation. Parce que le scientifique, doublé d'un spirituel, comme le dit Mfumu Machua, il a encore dit récemment, j'ai besoin de cadres spirituels. Quand il dit cadre spirituel, des gens qui ont un corpus scientifique affirmé, qui sont des érudits d'un certain niveau, qui vont composer avec le spirituel. La révélation du corpus culturel Congo est simplement l'avant-garde de la démarche scientifique. Et la combinaison des deux est ce qui fera la fameuse prophétie force, Mbiki Ekikuluka Congo. Mumbanza Congo, Mbomutuka, Bima Bianzenza Bitwadi Sansa. De l'espace vie Congo, il sortira des réalisations extraordinaires qui vont influencer l'évolution de la planète. Moi, en tant qu'ingénieur informaticien de formation, je ne peux pas m'empêcher de revenir toujours à cette prophétie force parce qu'elle est la promesse d'un développement scientifique qui est en quelque sorte déjà révélé en termes d'événements à venir. C'est en cela, et ça fonde absolument les efforts que nous avons faits pour cet ouvrage-là, en tout cas dans la sphère culturelle du Kingunza, et donc Mobu-Congo. Voilà la nuance que j'ai entre la notion de révélation et ce que je pourrais rétorquer à un rationaliste. Mais j'aimerais bien, parce que le rationalisme n'est pas quelque chose qui est en dehors de la société. Et si vous êtes dans une société dominée par l'idéologie du moment, eh ben, votre rationalisme n'y échappe pas, d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a rationalisme et rationalisme. C'est un peu cette histoire d'universalisme dont on nous parle, on nous casse les pieds dans certains cercles. Oui, c'est un universalisme, etc. Mais un universalisme a un élan. Et l'élan, je préfère que ça parte de moi, cet universalisme-là. Voilà ce que je pourrais dire à ce rationaliste que vous évoquez. Certains sociologues aujourd'hui affirment que le fait que le Congo, en parlant de Manza Congo,
le fait que le Congo ait été, s'est beaucoup imprégné plutôt des travaux des missionnaires, puisque les Congos ont été parmi les premiers, en tant que peuple côtier, ont été parmi les premiers à subir la colonisation religieuse de plein fouet. Est-ce que ce ne sont pas là les stigmates de cette évangélisation qui fait qu'on parle de révélation dans le Kingunza? Le concept de révélation, s'il faut en parler dans Kingunza, il faudrait faire un saut dans Kingunza pour éclairer ce qui en sort. Parce que sinon, on risque de partir de quelque chose d'extérieur. Certes, il est difficile de traduire une langue dans une autre sans perdre de la substance au passage. Lorsque, avec nos formations, qui sont ce qu'elles sont, après tout, on a été à l'école occidentale, avec nous essayons de rapprocher quelques concepts parce qu'on estime que ça passera. Mais à dire vrai, la notion de révélation dans Kingunza présuppose que l'être, la personne à qui une chose est révélée, ça présuppose un travail qu'il a effectué en lui-même dans cette incarnation ou dans une autre incarnation, mais là, nous faisons dans l'initiatique, qui l'a emmené à être à même, en fait, de se souvenir. On ramène à sa mémoire ce qu'il sait en lui. On ne peut pas passer son temps à aller, comment dirais-je, en fait, on ne peut pas vous révéler ce que vous n'avez pas en vous. Mais Kyo Kingunza, ça, c'est la philosophie du Kingunza. L'idée la plus simple pour essayer d'imaginer, enfin, de présenter cela, c'est de prendre l'exemple d'une puce. Une puce électronique, une puce de téléphonie. Vous pouvez aller acheter une puce de téléphonie. Cette puce-là, vous pouvez l'intégrer dans votre smartphone, mais sans pour autant que vous soyez connecté. Il faut à un moment ou à un autre une activation de cette puce-là. Si la puce n'est pas activée, vous serez connecté à rien du tout. Qu'elle soit 5G, 4G, peu importe, vous serez connecté à rien du tout. Dans Kingunza, lorsque les régions spirituelles, depuis Simon Pemba, lorsque les régions spirituelles viennent pour mettre à disposition de quelqu'un quelque chose, en fait, c'est parce qu'ils ont déjà identifié en cette personne un corpus qui porte déjà ces notions-là. Et à ce moment-là, quand c'est comme une activation qu'on fait de ce que vous saviez déjà. En Congo ou dans Kingunza, on dit souvent c'est-à-dire qu'en fonction du saut spirituel qui est le vôtre et en fonction de l'activation qui était faite, c'est vers vous que viendront ces choses-là. Mais elles viennent vers vous parce qu'elles sont compatibles avec vous. Il y a une notion, comment le dire? On revient encore à la structure de Congo. Un concept, par exemple. Un concept, quand on le comprend, on crée en soi-même un état. On devient un peu ce concept-là. On crée en fait un état énergétique qui correspond à ce concept. De telle manière que si je comprends ce que c'est que Zola, si je l'intègre réellement, mentalement, psychiquement, alors il y a en moi quelque chose qui relève de Zola. C'est comme une contamination, c'est comme une création en matière de la pensée de Zola. C'est pour ça qu'en Congo, penser se dit Ba-Nza. Ba-Nza. Nza, c'est le processus d'élévation. Penser, c'est se confondre avec le processus d'élévation. Mais se confondre avec un processus d'élévation, ça veut dire qu'on en épouse et la couleur, et la vibration, et le son, et tout ce qui va avec. Donc, si je comprends un concept, que je suis en train de penser un concept, je me confonds avec ce concept. C'est pour ça qu'on dit Banza, soit confonds-toi avec le processus d'élévation, soit ce qui est manifesté, puisque Nza se traduit aussi le monde manifesté. C'est pour ça que penser se dit Banza. Sinon, il n'y aurait aucune raison
Si on ne peut pas se confondre avec ce processus, pourquoi voulez-vous que penser soit le fait de devenir ce que l'on pense, que le concept lui-même, se confondre avec? Il y a tant de choses à dire sur ces concepts-là. Comment je pourrais, pour essayer de résumer ce que l'on vient d'apporter? La dynamique d'évolution d'un individu dans les cercles initiatiques Ngunza est simplement un effet de révélation de l'individu à lui-même. Il se révèle à lui-même par rapport à ce qu'il est déjà, mais qui est encore sous forme endormie, un peu comme un bouton sur un arbuste qui n'a pas encore révélé la fleur que ce bouton contient. À un moment ou à un autre, le bouton va se révéler à lui-même en déployant la couleur des pétales, etc., la façon d'accueillir la lumière, de la refléter, etc., etc. Un humain, en tout cas dans le corpus culturel Congo, tel que l'enseignement de Mfumu Pungoko le laisse paraître, en fait, c'est se révéler à soi-même en se déployant. On l'est déjà, on l'est déjà. Par contre, cette notion de révélation venant justement des régions spirituelles n'est là que pour permettre à l'individu, le fameux bouton de fleur, le bouton de fleur un peu levé, de se redéployer, Vous avez parlé de banza, le verbe penser. Ma banza, ce sont les pensées. Mais en Kikongo, nous avons également une autre notion, c'est manza. Quelle relation faites-vous entre Manza, qui est la ville, comme Manza Ngungu, Manza Congo, Manza Ndunga? Quelle est la relation entre Manza et Banza et Mabanza? Dans Mbanza, vous avez effectivement deux concepts racines, deux concepts clés. Mba, en Congo, ça veut dire énergie. De la même manière, quand on dit Mamba, on dit l'énergie de la matrice. Matrice, encore une fois, là aussi, les scientifiques nous enseignent aujourd'hui que la vie pour apparaître sur la Terre est d'abord apparue dans l'eau avant de migrer sur la terre ferme, etc., etc. Et en Congo, le concept même d'eau ne dit pas autre chose. Il dit Mamba, c'est-à-dire l'énergie de la matrice à partir de laquelle des choses vont sortir. Donc, je disais que Mba signifie énergie. C'est pour ça qu'on dit Mbata, l'énergie qui agit de manière impulsionnelle. Mbata. C'est pour ça qu'on dit Mbaou pour signifier le feu. Mba Yitamawuta, Mbaou, l'énergie absorbante. En effet, quand vous laissez un morceau de bois au feu, ça disparaît. Donc, ça nomme bien de manière scientifique les données telles que le feu, telles que l'eau, etc. Il y a aussi Mbamina. Bien entendu. Il y a aussi, et encore plus porteur, Mbama. Mbama. Mais on pourra revenir dessus. La version de Mbama qui donne Mamba. Mais bien entendu, la version effectivement donne Mamba. Mais Mbama, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est tout de suite disons, un pont initiatique qui se révèle dans Mbama. En fait, c'est la combinaison du chaud et de l'humide. Cette combinaison du chaud et de l'humide qui a fait l'école de Memphis en Égypte antique, qui travaillait là-dessus de manière tout à fait suivie. Mais bon, on n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans ce genre de considération. Revenons à Mbanza. Mbanza, c'est en fait, Nza, c'est toujours cet aspect processus d'élévation. Mba, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui structure en fait l'élévation. C'est pour ça que une localité se dit Mbanza, parce que dans la localité, les choses vont être structurées de telle manière que l'énergie qui va être déployée va produire des choses qui sont censées produire une élévation. C'est pour ça que ça se dit Mbanza. Mbanza. Mbanza, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est se confondre avec le processus d'élévation. Donc, quelque chose qui est structuré, qui est organisé, etc., y compris d'ailleurs dans l'arrière-plan, enfin, ce qu'on appelle bêtement l'au-delà, je préfère le terme plan subtil, c'est-à-dire au-delà du voile éthérique,
Kusimu Mpemba, un cimetière, par exemple. Bobata Kumbanza, Tuele. Parce que dans le corpus culturel Congo, notamment initiatique, ça n'est pas un lieu désorganisé, c'est un lieu structuré, c'est une localité. C'est une localité au sens d'une ville, au sens de quelque chose de structuré, avec éventuellement un chef de village, Kumbanzaï, Mfumu Yeko, Igane Yinina. Kanim Piema Piema Koba Kwenda, Moulomba Louvé. Là, c'est mon côté qui Ngunzaki prend le dessus. Je suis en train de dire que même dans un cimetière, il y a une structuration, y compris sur les plans subtils. Y compris sur les plans. C'est pour ça que dans le corpus culturel Congo, un cimetière se confond avec Mbanza. Et il y a aussi la notion de Mpemba, Kuna Mpemba. Ah oui, Mpemba, Mpemba. Mpe est un concept qui est dérivé de P. Janabataka mu PP. Janabataka Peta. P signifie en Congo ce qui relève de la finesse, ce qui est fin. Et l'air, parce que justement c'est subtil, se dit mu PP. Quand vous sentez bien l'air qui est là, mais évidemment il est insaisissable, etc., etc. Donc P signifie effectivement ce qui a trait au subtil. Mpe, c'est ce qui procède de la subtilité. Mais donc, quand on dit Mpe, Mba, on est en train de parler de l'énergie subtile. Donc, Kusimu Mpe Mba, c'est derrière le voile de l'énergie subtile. En fait, ça désigne les plans éthérés. Plus c'est éthéré, plus c'est subtil, en effet. Donc, Kusimu Mpe Mba, Tata Wele Kusimu Mpe Mba, ça veut dire qu'il a intégré les plans subtils. Les plans qui relèvent d'une certaine subtilité. Le voile de cette énergie subtile, qui est l'énergie éthérique, effectivement, ça bascule. On bascule derrière le voile éthérique. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans votre ouvrage, c'est qu'on a pas mal de mots qui ont été décortiqués. Vous partez à la racine du mot, donc l'étymologie. Ça, c'est très important pour permettre aux néophytes de mieux comprendre le sens de certains mots. La question que je voudrais ici vous poser, au début de votre intervention, vous avez cité un auteur qui aurait parlé de langue intelligente en parlant du Congo. Est-ce que cela ne relève pas du chauvinisme ou du suprémacisme, puisqu'en musique classique, les musiciens ont justement développé cette notion de musique intelligente pour l'opposer aux autres musiques qui seraient donc des musiques folkloriques. Est-ce que là, on n'entre pas un peu dans le chauvinisme en parlant de langue intelligente? Y aurait-il des langues bêtes? La question, elle vaut tout à fait le détour, mais sans vraiment me défausser, j'aurais préféré qu'on pose cette question à Mielonze Itu, qui est tout à fait indiqué. Et il y a tout un ouvrage. L'ouvrage, je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, mais néanmoins, si je devais me rapprocher de cette thèse-là, en tout cas de cette assertion, ce que je constate, moi, à mon niveau, c'est cette capacité à porter des données d'une rigueur absolument, mais d'une rigueur mathématique. La langue Congo, malgré les quelques variations vocaliques qu'il peut y avoir ici et là, la langue Congo fait preuve d'une rigueur dans les racines qui l'accompagnent, mais d'une rigueur, mais qui est, de mon point de vue, mais encore une fois, on peut me taxer en effet de chauvinisme, d'une rigueur qui me paraît extraordinaire. En cela, lorsque demain, nos scientifiques, les scientifiques Congo, commenceront à penser le monde du point de vue Congo, je reste convaincu qu'ils trouveront dans la langue, dans les racines étymologiques, dans les proto-concepts de la langue, ils trouveront un vivier absolument extraordinaire pour, comment dirais-je, pour créer des néologismes qui pourront attaquer n'importe quel domaine scientifique. En cela, mais ce sera un travail d'une grande intelligence. En cela, je dis oui, c'est l'une des langues les plus intelligentes du monde. Je ne dirais pas la langue la plus intelligente, puisque je ne connais pas toutes les autres. Mais en tout cas, j'affirmerai c'est l'une des langues les plus intelligentes du monde parce qu'elle est porteuse d'une adaptabilité. Et ce qui définit l'intelligence, c'est l'adaptabilité.
d'une adaptabilité, tout simplement parce que la granularité des protoconcepts est si fine. Je citais à un moment donné dans l'ouvrage un exemple d'une étude qui est menée par des linguistes, des chercheurs du CNRA et ses compagnies, qui ont, par exemple, considéré que yend est une racine. En effet, il y a des contrées où on peut dire yenda pour dire to go, aller, ou d'autres vont peut-être dire yendi, yendo, etc., etc. Et ces chercheurs, il y a des gens qui font ça, qui se réveillent le matin pour aller au boulot et qui sont chercheurs en la matière, considèrent que yend, c'est une racine. Mais lorsque vous prenez yend ou yenda du point de vue du corpus culturel Congo, on se rend compte, mais très facilement, que la racine, ce n'est pas yend. Non. Dans yend, il y a deux racines. Il y a ye, la racine, et nde, la racine. Une autre racine. Ça, j'ose espérer que au moins l'année prochaine, nous allons parcourir les amphithéâtres qui ont des départements de langue africaine pour essayer justement de montrer que si on s'est arrêté là pour déterminer certaines racines, on peut descendre beaucoup plus profond pour encore disséquer ces racines-là en une granularité beaucoup plus fine, ce qui donne justement une adaptabilité très forte pour demain produire des néologismes dans le domaine scientifique, etc. Ce qui en fait, encore une fois, là où je suis d'accord avec Nzeitou, une des langues les plus intelligentes du monde. Parce que vous vous rendez compte, Ba, c'est une racine. B, c'est une racine. Bi, c'est une racine. Bo, c'est une racine. Et ainsi de suite, jusqu'à Zou. Et ces racines-là ont une capacité à, faire preuve d'invariance. C'est-à-dire que c'est des invariants, ça ne varie pas beaucoup dans leur signification. Vous prenez par exemple le concept racine ko, kota, pour entrer quelque part, komba, pour balayer, kola, pour cueillir ou bien arracher quelque chose, Congo, ko, quel rapport il y a entre Congo et kota et komba? Pourquoi ko accompagne? Quel lien il y a avec koko, qui est la main pour désigner cela? Il y a également konkota qui signifie. Bien entendu. Bien entendu. Quel rapport il y a entre ces différents concepts? Pourquoi ils commenceraient tous par ko? De quoi est porteur le proto-concept ko pour entrer dans la composition? Et cette granularité fine, une fois qu'on a découvert ce qu'est ko, on se rend compte que ko joue le même rôle dans tous les autres concepts. Quel que soit l'endroit où il apparaît, il joue le même rôle. Il y a une espèce de rigueur, comme je disais au début, rigueur mathématique, à tel point que ce qui a été fait dans la méthodologie, ceux qui ont fait un peu de mathématiques élémentaires le savent, ça a été simplement une factorisation. Vous avez kota, Congo, komba, konkota, kola. On met ko en facteur, on produit sa sémantique et après on le réintègre dans les différents concepts pour ensuite reconstituer l'étymologie du concept. Ko en Congo, mais là on le trouve dans l'ouvrage, ko en Congo signifie essentiellement ce qui est soumis à une kinésie, un déplacement dans l'espace. C'est pour ça que quand vous allez d'un extérieur vers un intérieur, on dit kota. Quand vous balayez les objets qui partent d'un point à un autre, on dit komba, c'est-à-dire l'énergie pour déplacer des choses. Quand on dit kongo, c'est tout simplement ko, et en effet, c'est traduit le mouvement dans l'espace, et ngo, c'est une masse. Mais là, il s'agit d'une masse qui est un groupement humain. Donc, c'est un groupement humain en mouvement. Mais la particularité de ko, ce n'est pas la simple kinésie, c'est que ko est porteur d'un projet. Quand vous entrez quelque part, c'est un dessein. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous faites exprès
de piétiner quelqu'un, par exemple, au passage, on vous dit Munko Kachid. C'est-à-dire qu'il s'est mis en mouvement pour poser l'acte, mais il l'a fait avec une intention. C'est en cela que Congo, d'ailleurs, signifie un groupement humain en mission. C'est comme un commando en mission. Mais commando qui est parti d'où? Là, je renvoie aux bases du Kimgunza, où effectivement, il est question d'un groupement humain qui a reçu une mission pour quelque chose, pour désigner Congo. Très bien. Je voudrais ici, avant de terminer notre entretien, vous faire une petite observation. J'ai pris un fou plaisir à lire votre ouvrage qui est très intéressant et qui nous permet de mieux comprendre la langue Congo. Techniquement, il y a un scribe kényan, auteur prolifique très connu du nom de Ngugi wa Thiong'o, qui a écrit un ouvrage très intéressant qui s'intitule Decolonizing the Mind, décoloniser l'esprit. Vous faites la promotion du Kikulu, qu'on pourrait traduire littéralement en français, l'ancestralité. Mais le paradoxe est que vous écrivez en français. Pourquoi ne pas avoir écrit en Kikongo? Il y a plusieurs problématiques techniques, à cela. Le premier relève plutôt de la cible, de l'objectif. L'objectif, c'est d'emmener les Congo-descendants en priorité à, comment dirais-je, se réapproprier leur langue, non pas sur la simple problématique de syntaxe, etc., mais sur une base scientifique. Une base scientifique. Pour cela, les Congo-descendants, qui sont sur au moins 4, voire plus de continents, on doit les atteindre là où ils sont, mais en prenant en compte l'état dans lequel ils sont. Moi-même en premier. Vous avez des intellectuels Congo qui, parce que les choses c'est ainsi, c'est l'état de fait d'aujourd'hui, qui pensent dans les langues dans lesquelles ils ont été formés. Le schéma de pensée est dans la langue dans laquelle ils ont été formés. Ceux qui parlent anglais, leur schéma de pensée est en anglais. Ceux qui ont été formés en portugais, leur schéma de pensée est en portugais, et ainsi de suite. En français, moi-même qui vous parle, je ne fais pas exception à la règle. Donc, la priorité pour nous a été d'emmener à ces gens-là, en tout cas ceux qui s'intéressent à la démarche mentaliste, ceux qui s'intéressent à une démarche scientifique, de leur apporter les éléments, les outils, une base de travail qui leur permettent de prendre un peu de recul, qu'il y ait un sursaut sur ce qu'ils savent. Du coup, l'ouvrage, en effet, mais là encore une fois, j'ai choisi une ligne de moindre résistance, parce que ayant pris l'habitude, en effet, de penser en français, il m'était aisé d'écrire la première version en français. Demain, malheureusement pour moi, je ne vais pas tout de suite attaquer, en tout cas, la version Congo. Je vais aller attaquer la version portugaise pour aller en Angola, au Brésil, et ensuite la version anglaise, Congo-anglais, pour atteindre un maximum de Congo-descendants. Une fois que cette étape sera, disons, validée, l'ambition naturellement est de transcrire cela en Congo de A jusqu'à Z. Mais qui va le traduire en Congo de A jusqu'à Z? Pour le traduire en Congo, le transcrire en Congo de A jusqu'à Z, il nous faut trouver des gens qui sont encore capables de penser en Congo. Et ça n'est pas encore gagné. Ça n'est pas encore gagné. C'est, disons, la mesure de la difficulté à laquelle je dois faire face. Je connaissais quelqu'un, mais j'ai appris l'année dernière qu'il était décédé. Il s'appelait Mfuka Banzosi. C'est quelqu'un qui m'avait émerveillé parce qu'il arrivait sous mes yeux ébahis à penser en Congo. Et je voyais bien le delta qu'il y avait entre moi et ce qu'il sortait. Demain,
si l'ouvrage est traduit, transcrit en Congo, ma crainte la plus assurée, ma crainte la plus sûre, c'est que celui qui fera cette transcription soit quelqu'un qui pense dans une langue, dans un schéma venu d'ailleurs. D'ailleurs, quand on prend un texte qui est traduit en Congo, si vous êtes attentif, vous voyez bien que la transcription qui est faite dedans est une transcription venue d'un schéma du français ou de l'anglais. On s'en rend compte assez facilement. C'est pour ça qu'il va falloir un groupe de travail. Il va falloir recruter des personnes qui ont pris l'habitude de penser en Congo pour transposer cela. Mais on voit bien que, vu le niveau d'aliénation qu'on a atteint, on voit bien qu'il y aura là beaucoup de travail. Mais je continue de chercher, je noue des contacts, je continue de chercher pour essayer de trouver, créer un groupe, un collectif qui va s'appliquer à traduire. J'ai quand même une petite idée. Ma petite idée, c'est laquelle? C'est qu'on va procéder par étapes. La première étape, on prendra le risque de transcrire, même par quelqu'un qui pense à l'occidental, de transcrire ça en Congo. Et une fois qu'on aura transcrit en Congo, on ira voir des hommes, des femmes qui n'ont pas été trop pollués par l'école occidentale pour relire le texte et le corriger. À partir de ce moment-là, peut-être, on pourra espérer à un degré suffisamment élevé une forme de caractère endogène pour cela. En Congo, on appelle ça Mampuya. J'ose espérer que Mampuya Mboma Fouana, Mampuya Makongo Mboma Sala. Pour ceux qui nous écoutent, j'ai envie de donner une définition de Mampuya. C'est un nom qui est très répandu chez les Congos, Tamampuya, etc., etc. Mais Mampuya, bon, Ma, ça n'est qu'une classe, comme un article. Le véritable concept, c'est Mpuya. Mais Mpu, en Congo, c'est en fait l'affirmation d'une source. On l'a souvent confondu avec une coiffe, mais ce qui caractérise Mpu, c'est le trou, en fait, qu'il y a dans la coiffe. C'est pour ça que quand vous avez une déchirure, une blessure, et que vous laissez échapper le flux qu'est le sang, on vous dit Mputa, parce que c'est la source à partir de laquelle les choses s'écoulent. C'est pour ça qu'un saxo, en tant que source d'émission d'un son, ou un saxo ou une corne de brune, ça se dit mpungi. Il y a toujours cette notion de mpu pour signifier la source à partir de laquelle les choses. Mpuya, ya, c'est ce qui ne fait plus l'objet de discussion, en fait, qui est en quelque sorte achevé, quoi. Ça ne fait plus l'objet de discussion. Ça n'est pas à remettre en cause. Donc, mpuya, ça traduit le fait qu'on est la source attestée de quelque chose. En fait, ça traduit la créativité. Celui qui est capable de créer, mais en étant à la source de ce qui va en sortir. Alors, monsieur Sungu Banzuzi, les Congos disent Katusandi Moma, Tasenogwa Mpidi. Nous sommes dans des États, entre guillemets, légués par la colonisation, ce qu'on pourrait assimiler à des enclos. Et lorsque nous parlons de nos terroirs, les gens ont tendance à assimiler cela à du tribalisme ou à de l'exclusisme. Alors, ma question est, pour gommer les lignes tribales qui nous séparent mentalement, comment procéderez-vous pour, en quelque sorte, établir une parenté linguistique entre nos différentes langues dans nos pays ou enclos respectifs? Ça sera ma dernière question. Nous avons hérité d'un certain nombre de choses et comme tout système dominant, pour eux, c'est une belle affaire d'essayer d'injecter ici ou là un peu de division, de dire, vous voyez, ceux-là, ils sont comme ci, ceux-là, ils sont comme ça. Souvent, ceux qui n'étaient pas suffisamment, j'allais dire, armés intellectuellement, se sont laissés entraîner dans ceci et cela. C'est un état de fait. Il sera difficile de le nier, mais
pour nous, encore une fois, c'est un peu ce que nous avions dit précédemment, l'enjeu est un enjeu scientifique. Mais qui dit enjeu scientifique dit conquête d'objectivité. Et parce qu'il s'agit d'une conquête d'objectivité, quelles que soient les langues considérées, il nous faudra travailler avec ceux dont c'est une des caractéristiques, ceux qui en ont la tournure d'esprit, il nous faudra travailler avec eux pour arriver à faire un travail qui se rapprocherait de la démarche scientifique sur les proto-concepts. C'est seulement ainsi, de mon point de vue, qu'on pourra arriver à établir une base scientifique d'échange et de discussion, donc de redécouverte de nos propres langues, quelles qu'elles soient. On pourra ici parler de groupe linguistique Congo, là parler d'un autre groupe linguistique, mais ce qui est important, c'est la démarche scientifique qu'on va imprimer. Vous savez, il y a beaucoup, dans nos États, il y a la cohabitation de pas mal de déclinaisons d'un certain nombre de langues mères, qu'on appelle vulgairement dialectes, etc., etc. Mais encore faut-il, pour affirmer qu'une langue est un dialecte, identifier la langue mère. Demain, disais-je, on pourra établir avec les uns et les autres un schéma scientifique sur la base des étymologies des différentes langues pour avancer vers la redécouverte en fait de nos langues d'une manière beaucoup plus générique, la découverte de nos langues. Voyez-vous, lorsque je ne sais plus, je crois que j'ai un ami Makwa qui lui-même hésitait, mais ça n'est pas là le problème. Pour dire, par exemple, le mal, on va dire au Lumé ou au Lumi, quelque chose de ce genre. Mais pour dire le mal dans le groupe linguistique Congo, on dit Mouloumi. Vous pensez vraiment, sérieusement, que les proto-concepts des déclinaisons de ceci et cela sont si éloignés que ça? Scientifiquement parlant, on doit pouvoir trouver, mais arriver à un résultat qui tient la route, à quelque chose qui est scientifiquement défendable. Ce job-là doit être fait. Peu importe à quel groupe linguistique vous appartenez, le continent africain a des langues qui ne sont pas si variées que cela. Ces langues-là ont en commun une infrastructure linguistique et cette infrastructure linguistique doit être redécouverte. Je ne parle pas, bien entendu, de ce que les coutumes ou l'évolution du corpus culturel a fait de ces langues. Je ne parle pas de cela. Je parle du fondement même qui est à l'arrière-plan des langues kamites d'une manière générale. Des langues kamites d'une manière générale. Pour terminer, je voudrais tout simplement dire que, étant natif de Poto-Poto, l'un des quartiers les plus cosmopolites d'Umfwa, dit Brazzaville, il serait bon d'établir la parenté linguistique afin de gommer les lignes tribales artificielles qui ont été tracées par les colons pour renforcer la cohésion nationale, parce que moi, ma préoccupation en tant que panafricaniste et en tant que Congolais, c'est qu'il y ait une sorte de concorde solide au sein de différents enclos pour aller vers le but ultime qui est la construction d'un État fédéral. Là, ça sera l'étape supérieure qui a été préconisée par nos pères, les Nkrumah, les Modibo Keïta, Ahmed Sékou Touré, Nasser, etc. Pour moi, c'est une préoccupation parce que lorsqu'on parle de racines étymologiques du groupe linguistique Congo, les détracteurs ou les tribalistes pourraient là vous accuser
de faire la part belle à votre langue maternelle, alors que la démarche est tout autre. Merci infiniment, M. Sungu Banzuzi, d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais juste savoir où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage. C'est très important pour nous. L'ouvrage aujourd'hui peut être commandé sur le site internet de congoédition.com. En fait, il s'écrit www.congo, Congo avec deux O, Congo avec K, K-O-O-N-G-O, le tiret du mois, édition.com. Je pense qu'on prendra, on prendra les dispositions pour ajouter ce lien à des fins tout à fait d'information. Et sur ce site-là, en effet, vous trouverez quelques formulaires pour commander votre ouvrage. Et la suite, vous recevez votre ouvrage, peu importe dans quelle région du monde vous êtes. Je signale néanmoins que nous sommes en train de travailler pour intégrer le paiement par carte électronique, par carte bancaire. Celui-ci devrait être opérationnel fin septembre. Donc, que nos amis nous excusent si le paiement électronique n'est pas encore opérationnel. Quoi qu'il arrive, certains lecteurs souhaitent toujours avoir une petite dédicace à Lubuka. Nous sommes là pour promouvoir justement les savoirs endogènes. Donc, il n'est pas exclu d'organiser un café littéraire dans un espace au moment opportun, parce que pour l'instant, les restrictions liées à la COVID-19 nous empêchent d'organiser un tel événement. Merci infiniment et je vous dis à la prochaine.